شكرا للأستاذة أسباع النزارة أسباع عن هذه الشهادات التي من خلالها أرادت أن يعني تعطي لنا فكرة عن حوصلة تركيبية لمساهمة الأستاذ والاهتمام بالجانب الاجتماعي والمجتمعي، يعني هو الوحيد هو محاول أن يكون فاعل اجتماعي في المجتمع الذي يعيش فيه. إذا نطلب الآن من واحد سمير ربيعي. تفضل. سمير ربيعي سوف يتقدم من أجل إظهار تجربة البحث الأنثروبولوجي معمق في الميدان. وأظن أن سمير ربيعي هو أحد الطلبة الأستاذ رجاء، فليتفضل مشكور. السلام عليكم. Donc, par ce présent témoignage, je voudrais relater quelques expériences sur mon parcours et mes expériences partagées avec feu Abdelkader Lakhdjar. Dans sa communication au colloque sur Abdelkader Jarloul, intitulé Abdelkader Jarloul, penseur d'une modernité aux couleurs locales, le sociologue Lakhdjar cite: l'un des paradoxes de la pratique anthropologique en Algérie, comparativement à ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest, est qu'elle n'aboutit pas à la connaissance de l'autre, mais plutôt à la découverte de soi-même. Notre premier contact avec l'anthropologie, et plus précisément avec l'anthropologie urbaine, en 2003, en tant qu'étudiant en 3e année, licence, a été avec feu Abdelkader Lakhdjar, qui nous a fait découvrir Henri Lefebvre, Gérard Altaf, Monique Silim, Marc Auger, Jean Copos, la ville de Max Weber, le déracinement de Bourdieu et Sayad, Claudine Chollet, Boukhouza, Fanny Colonna. À peine une année après, et dans le cadre d'un projet de recherche domicilié à l'ANDRS à l'époque, intitulé Médecine, maladie et société, M. Lakhdjar dirigeait l'axe de recherche urbanisation et maladie mentale en Algérie. Il nous a fait appel. Nous étions une dizaine d'étudiants en 3e et 4e année licence pour travailler comme enquêteurs. Non seulement vous serez rémunérés, mais vous allez découvrir un autre monde. Il nous disait. Notre enseignant visait loin, car c'est de là que le chemin vers la patience de la recherche anthropologique commence. C'est la première fois que nous entendons parler d'enquêteurs, de projets de recherche, remplir un questionnaire, faire des entretiens approfondis. Il s'agissait d'une enquête de terrain au sein de l'hôpital psychiatrique Sidi Chahri. Le sentiment de la peur se manifestait dès le début. Évidemment, nous n'avons pas à cette époque ni les outils méthodologiques, ni les bases de lecture approfondies sur le sujet. Nous avons suivi les conseils de notre professeur, partir d'un simple questionnement qu'il résumait ainsi: quels sont les effets de l'urbanisation et la cherté de la vie sur ces personnes malades? Quant aux analyses élaborées et questionnements posés, nous n'étions pas concernés. Autrement dit, nous étions loin de les saisir et les maîtriser, mais on se familiarisait petit à petit. Nous avons conduit en présence de notre enseignant des entretiens portant principalement sur les trajectoires des malades. De ce fait, nous avons emprunté dans les établissements d'établissement et chaque jour, notre curiosité de découvrir ce monde se nourrissait. Nous nous sommes familiarisés avec nos enquêtés et nous commençons à apprendre des connaissances sur c'est quoi un placement d'office d'un patient, la toxicomanie, l'insomnie, la dépression, tentation de suicide, le trauma et les effets de la Disney noire, la dépersonnalisation, etc. Vu notre expérience, la question de la subjectivité-objectivité sur le terrain était loin d'être posée. M. Lakhdjar nous disait, essayez juste de les écouter, laissez-les parler. Il vaut mieux écouter qu'interroger. C'était sa devise dans ses cours de méthodologie et dans notre positionnement en posture dans le terrain. M. Lakhdjar nous rassurait davantage que par le contact direct, nous arriverons à établir un lien de proximité, familiarité avec nos interviewés, dont beaucoup nous ont raconté leur trajectoire et l'histoire de leur maladie. Cela se faisait avec l'aide du personnel de l'hôpital. Pour la plupart de nos interlocuteurs, nous étions perçus comme des étudiants en phase de terminer leur stage. Cette situation m'a mis personnellement au défi d'effectuer la séparation entre ce que je dois retenir en tant qu'apprenti enquêteur et ce que je dois conserver en tant qu'humain qui souhaite la guérison de ces malades, ce qui pour moi va de soi alors qu'il ne l'est pas en termes scientifiques. Nous avons aussi appris le système de codage des questions fermées et ouvertes dans un questionnaire
Nous faisons des lectures, Goffman, Eventurin, Boussepsi, Fanon, et apprenons des citations des grands auteurs classiques sur le sujet. Les psychiatres ont beaucoup à dire sur la ville, disait Henri Lefebvre. Et là, pour l'anecdote, ça m'est arrivé de passer une nuit chez l'Arja pour le travail de dépouillement et de codage des questionnaires. Et pour se familiariser avec le terrain de l'hôpital psychiatrique Sidi Chahbi, la première semaine, je me rappelle, il venait nous chercher par groupe avec sa propre voiture et, toute la semaine pour aller sur le terrain. Ainsi, nous avons découvert un autre monde réel et complexe, travailler sur les personnes atteintes de la maladie mentale et comprendre les effets d'urbanisation sur leurs états de santé nous a poussé à la recherche des invariants culturels à travers les dynamiques sociales sur la santé mentale. Parmi les facteurs et les indicateurs de cette précarisation peuvent être cités le chômage, la dislocation de la famille par le divorce, l'effritement du lien social, la dégradation des conditions d'habitat avec leurs lots de difficultés de voisinage et de violence urbaine, la dépression et le suicide comme signifiant de l'émergence contrariée de l'individu, disait Abdelkader Ladja dans un ouvrage collectif, Sens et enjeu d'une urbanisation par le bas et un devenir urbain, presse 2000-2014. Le processus de territorialisation par l'informel. Notre deuxième expérience de terrain se fait en 2012. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un projet de recherche international portant sur le commerce transnational, l'informel et la fabrique des centralités dans les villes arabes. Il s'agissait d'enquêter sur le grand marché hebdomadaire de la commune de Sidi Khatab dans la wilaya de Relizane. Il était question dans ce projet de recherche d'étudier les effets d'urbanisation informelle sur les espaces urbains planifiés par le jeu des activités économiques et commerciales informelles. Dans ce sens, je cite l'expression « à la pédagogie de l'espace formel qui peut se résumer dans le fameux slogan soviétique « changer la ville pour changer la ville » s'oppose la pédagogie de la ville informelle qui semble aller dans le sens de changer la ville pour changer la vie, disait Abdelkader Ladja. Durant mon parcours, M. Ladja m'a mis en contact avec une jeune doctorante en géographie, Anne Bouhali, membre dans le projet et qui est venue travailler sur le marché de Mdine Jdida à Oran et le grand marché hebdomadaire de Sidi Khatab dans la wilaya de Relizane, dans une approche comparative. Nous avons travaillé ensemble en partageant nos expériences sur deux territoires distingués, l'un situé dans la ville urbaine par excellence, Oran, et l'une s'inscrit dans un tissu rural. Anne Bouhali, une franco-algérienne qui découvre pour la première fois son pays d'origine via la recherche. Lors de son enquête dans une commune comme Sidi Khatab, elle était perçue comme une étrangère dans un espace purement masculin. Les gens la regardaient bizarrement, les journaliers, les vendeurs ambulants de la région lui racontent leur quotidien difficile, leur pauvreté. Certains d'entre eux lui exprimaient le rêve d'aller vivre sur son territoire à elle, la France. En contrepartie, il m'était facile d'être familier avec nos enquêtés, ma région d'origine. Je lui ai facilité le terrain en la mettant en contact direct avec des interlocuteurs. Nous avons développé par la suite des liens d'amitié et d'échange de nos expériences de terrain, ce que m'a permis par la suite d'effectuer mon premier séjour en tant que chercheur permanent du CRAS au sein du laboratoire de recherche, laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire, Toulouse-Le Mirail. J'ai enquêté dans le département de Castres 81, à environ 50 km de Toulouse, sur les migrants de retour toulousains d'origine de Sidi Khatab. Et là, je découvre le quotidien difficile et l'isolement de la marginalisation des migrants vivant à la périphérie de la ville de Toulouse, me racontant leur mal-vie dans un pays que je considérais développé. Donc, par exemple, dans mon enquête, dans une vingtaine de familles castraises visitées, il y a au moins une personne qui touche la pension de l'handicap mental dans ce département. En termes d'observation de recherche, le commerce informel appelé dans la région ouest du pays Rabendo parvient à construire des moments d'urbanité et de façon générale, le commerce transnational informel participe à l'émergence d'une nouvelle socialité. Il faut bien admettre que si le commerce informel du rue parvient à créer ses propres centralités urbaines informelles, et parce que d'une façon ou d'une autre, l'informel participe au processus d'urbanisation en offrant des emplois et de modestes rémunérations à un flux de nouveaux urbains, disait Abdelkader. Tribalisation, retribalisation, détribalisation. Ce sont des entrées d'analyse dans la pensée de Ladja pour comprendre le processus de territorialisation dans notre société. Pour le sociologue, la société se construit par le bas. Je lui ai souvent posé la question, et la question du haut, le politique. Le laisser aller de la gestion et de tous les signes de déshumanisation.
Pour lui, le rural est en voie de distinction. Pour moi, il existe des ruralités, des survivances ou des vestiges, comme il existe des urbanités. Tels sont nos points de vue et d'échange. Même si le sociologue de la ville et les ruralistes se mettent d'accord sur la dichotomie classique rural-urbain n'est pas opérationnelle dans les études anthropologiques aujourd'hui, ceci dit, quelques interrogations s'imposent. Que serait la ville sans cette ruralité porteuse de richesse et de valeur? L'équilibre urbain n'est-il pas dans cette hybridité et dans l'alchimie harmonieuse entre ces différentes composantes? Avance une écrivaine marocaine qui s'appelle Mouna Hachim récemment. Le clivage n'est pas entre les cités d'Al-Hda et le ruraux Robéa, dont on est fier et dont on mesure l'apport et l'histoire. On entend davantage les derniers venus, les débarqués, ceux qui n'ont ni manière de savoir vivre, mais en civilisation et l'archaïsme. Si la campagne vient à la ville, l'inverse est tout aussi valable, disait le sociologue. Dans notre travail de thèse de doctorat, alors dirigé par Feu Larja, nous posons le questionnement suivant. La territorialisation par la tribalisation s'accompagne-t-elle de l'émergence de nouvelles territorialités vécues? Notre travail se veut une réflexion autour de la thématique de l'appropriation de l'espace et le processus de la territorialisation et leur rapport avec le tribalisme. Nous exposerons un de ces aspects, la tribalisation par l'aménagement du territoire. Nous proposons dans un autre volet un des aspects de ce vécu dans les représentations des habitants de Sidi Khattab. Les Oulad Ahmed sont des Barani, des étrangers. D'ailleurs, on les appelle les gens du au-delà de l'Oued. Ici, la question de la délimitation du territoire sur un plan symbolique apparaît pertinente. Aussi, il est question de la territorialisation par le politique. L'essor du sentiment d'appartenance à la tribu ou à l'âge dépend étroitement de la bonne insertion de l'espace du douar dans le territoire. Notre enquête a montré des expériences villageoises, voire une expérience urbaine. Au final, le territoire est envisagé sous l'angle d'un construit social, à la fois un support tribal aux pratiques d'acteurs et producteurs de territorialité nominativement tribalisée. Ce travail a été co-signé avec notre Feu Larja et publié dans un des derniers numéros d'Insaniyat en 2018. Les enseignements et l'expérience partagée de terrain avec Feu Larja, dans ce sens, m'a beaucoup apporté durant mon enquête de terrain de 2 mois, effectuée en 2016 à Ifrane, au Maroc, avec le soutien financier du SEMA. La question enquêtée ici et ailleurs était centrale dans les préoccupations d'ordre méthodologique et théorique du sociologue Abdelkader Larja. Le glissement de la sociologie vers l'anthropologie et la pratique de cette dernière a été bien analysé dans de ses dernières publications. Être anthropologue chez soi, un point de vue algérien. Un intitulé que j'ai critiqué en toute modestie, une expression qui relève de l'exotisme, puisqu'il s'agit d'étudier ma propre société locale dans laquelle je ne me sens pas étranger. Enfin, je dirais que rendre hommage à Feu Larja, c'est d'abord terminer sa rihla, dans la contribution à la constitution du savoir sur l'Algérie. C'est s'ouvrir sur des thématiques et des espaces géographiques proches et lointains et l'immersion dans le terrain par le chercheur pour forger la connaissance. Je vous remercie. نشكر الرباعي عن هذا التدخل الذي من خلاله أرادنا إظهار مساهمة الأستاذ في تكوين جيل مستقبل أو طلبتنا، حيث استطاع أن يقدم لنا ثراء وعمق المواضيع والميادين البحث الذي أشرف عليها الأستاذ. وشكرا مرة أخرى للأستاذ أو الباحث ربيعي سامي. ضمن الأستاذ سويح إذا نطلب من الأستاذ فؤاد أو الباحث فؤاد نوار ليقدم لنا موضوعه التكوين الدكتورالي في الأنثروبولوجيا بالجزائر، عناصر النقاش. واحد مش محطة. السلام عليكم ورحمة الله. بداية نقدم الشكر الجزيل للمنظمين لتقديم هذا العرض حول الراحل. طبعا سأتحدث من موقع الطالب مقارنة مع الأستاذ، لأنني عرضت هذا الشخص على الأقل في 3 محطات كبرى. المحطة الأولى هو أنني قد عرفته أستاذا للإحصاء
في جامعة وهران في الموسم الدراسي 1994 والموسم 94 95 في حضور الأستاذ داع اللي راه معنا. دونك عرفت الأستاذ لقجع في بداية الأمر كأستاذ للإحصاء. النقطة الثانية، المرحلة الثانية اللي تعرفت فيها هي مرحلة عندما كان عميدا للجامعة كنا قد أجرينا معا، كان قد أجرى معي مقابلة حول مسألة تكوين الدكتوراه في الأنثروبولوجيا حاليا. هل نحن بصدد إنتاج de nouveaux anthropologues avec une continuité générationnelle par rapport à la problématique de l'anthropologie maghrébine, où on est en train, par rapport à, en parenthèse, à quelques remarques du chef homme, on est en train de faire une rupture avec une autre anthropologie. Donc il y avait le moment, on a fait un entretien pendant 3h30 au bureau du doyen. آخر مرحلة كانت مرحلة الذي جمعنا به هو لحظة لجنة التأهيل الجامعي. L'habilitation universitaire. J'ai fait l'habilitation universitaire en anthropologie à l'université de Tlemcen. Et parmi les membres du jury, il y avait le professeur Jacques Bachir ou Reda Bentami. Et dans cette habilitation, on a passé plus de 5h30 dans l'habilitation, à débattre sur trois choses. Sur l'anthropologie du travail, sur Rabdaya et les événements. En parenthèse, et chercher à savoir est-ce qu'on est dans une posture de sociologue ou d'anthropologue. Je pense que النقاشات التي جمعتنا مع بعض طبعا ما ننساش ايضا pendant la formation il était mon professeur في تكوين الانثروبولوجي 2004 dans le programme, dans le projet de recherche qui a été dirigé par Jamel Gadid sur l'anthropologie de l'Algérie moderne, il a assuré le module de l'anthropologie. Et dans ce parcours de formation, il y avait à un moment donné l'organisation du colloque sociologie et société en Algérie en 2002, et c'était en parenthèse une occasion pour les nouveaux anthropologues, pour les nouveaux jeunes masterants, de discuter ce rapport entre l'anthropologie et je pense que وأنا أرجع إلى النقاشات التي دارت معي شخصيا مع الأستاذ دافيد مع الأستاذ لقجع، سنلاحظ مباشرة أن الهاجس الأساسي الذي كان عنده هو هاجس التكوين، la question de la relève, la question de la formation en anthropologie, surtout avec le processus de massification qu'a connu l'université algérienne. Dans l'ouvrage Hada, en 2002, il parle du passage de 3 universités à 53 universités, de 1700 à peu près, de 17 000 étudiants à plus de 47 000 étudiants. Et si on fait une référence entre 2002 et 2017, on est dans un autre processus de massification très élargi. On passe de 53 universités à 108 universités, à peu près à 1 700 000 étudiants. Et si la sociologie a été enseignée selon, on fait les années 70 dans 3 départements, actuellement elle est presque enseignée dans tous les départements. Je pense que le souci numéro 1 c'était pour l'Arja en tant que formateur, c'était comment on peut assurer la qualité de la formation en sociologie et en anthropologie avec cette massification accélérée, surtout avec l'éclatement de la carte universitaire et avec, en parenthèse, un changement générationnel dans le corps des enseignants. On assiste depuis 5-6 ans à un renouvellement générationnel des nouveaux enseignants et de la sociologie et l'anthropologie ou d'autres enseignants. Il y a un renouvellement générationnel qui est en train de se faire. En lisant donc je pense que le souci numéro 1, parmi les soucis de l'objet, c'était la question de la formation. Dans cet ouvrage, dans l'introduction de cet ouvrage, Abdelkader Laqja يكتب بقوسين تقديم ويسميه l'Algérie terre de l'aventure de la sociologie. يقول باللي en 2002 il y a un processus de massification. 2. Il y a un changement générationnel en face de l'enseignant sociologue militant vers un autre profil de sociologue. Et en même temps, il y a un déficit dans l'analyse sociologique. En parenthèse, pour les 2 événements qu'a connu l'Algérie, la sociologie n'était pas prête pour analyser. L'événement de 1980 et l'islamisme déjà en 1990. Donc ces 2 moments,
constitue le grand souci de la formation de l'anthropologie. Mais je pense que le souci de la formation n'est pas seulement un souci de l'Arja, mais c'est un souci d'une génération complète. Au sein du casque, on va voir tout simplement que on commençait à parler qu'à l'avenir pour l'anthropologie en Algérie, avec une présentation de Adel Fouzi qui pense la question de la réappropriation d'une science coloniale et quelles sont les possibilités pour analyser ça. On pense à un autre moment, toujours dans le souci de la formation, d'assurer ce transfert, ce lien générationnel entre des générations différentes, entre des écoles différentes, en parenthèse, même avec l'arabisation. Un autre moment, c'est le moment de l'état de savoir en sciences sociales et d'efficace. Donc je pense qu'il y a un souci d'une génération qui pose la problématique, qui pose la problématique de la formation, la problématique de la classification des sciences, surtout les sciences sociales humaines, en parenthèse, avec un processus de massification terrible. Voilà. Donc l'idée تاع la communication الهدف تاع المداخله تاعي هو انني نرجع الى محطتين كنا قد اجريناهما هنا في المركز حول هل نجحت بين قوسين التكوينات التي اجريناها على مستوى الانثروبولوجيا ان تنتج لنوفوز انثروبولوج بين قوسين. في اول مرحله في 2005 2006 قمنا بجرد لاهم الاعمال التي انتجت في الانثروبولوجيا في جامعات الجزائر. في هذه المرحله كان عندها لا فورماسيون anthropologique de l'université de Tlemcen, c'était plutôt vers une tendance de la culture populaire. Il y avait la formation anthropologique en 2004, et il y avait une autre formation d'anthropologie. À ce moment, la formation d'anthropologie n'était pas, en parenthèse, dans le cursus de la graduation, c'était plutôt post-graduation. Mais lorsqu'on voit le profil des entrants, la majorité des profils des entrants, donc c'est toutes les spécialités des sciences humaines et sociales. En parenthèse, on est vraiment dans l'anthropologie en tant que carrefour des sciences sociales et humaines, dans toutes les spécialités. Le deuxième moment, c'est le moment, en parenthèse, c'est au niveau du cas, c'est au niveau de l'école doctorale en anthropologie. C'est le niveau, c'est le deuxième moment. Et là, parmi les discussions que j'ai eues avec Mustafa Mjahdi, en analysant le profil des magistrants et des doctorants en école doctorale d'anthropologie, c'était à peu près de voir, il a l'anthropologie, la formation anthropologique a essayé, en parenthèse, de produire des nouvelles générations d'anthropologues. En lisant à peu près les thèmes de recherche, à la promotion d'anthropologie, il y a 98 magistrants et doctorants, on va voir que premièrement que les choix des thèmes, en parenthèse, sont toujours liés à la formation initiale licence. C'est-à-dire que les thèmes de recherche pour les étudiants qui ont une licence de psychologie, c'est plutôt la psychologie comme thème de recherche. Les thèmes de sociologie, c'est plutôt la sociologie qui continue autrement. Et pour Taqafel Amazighi ou Loura Amazighiya, c'est à peu près la même chose. Et lorsqu'on voit à peu près dans la bibliographie utilisée, là j'essaie de voir à quel moment on va dire que la reconversion vers l'anthropologie a été faite. Si on fait un petit calcul sur les références bibliographiques citées, en parenthèse, dans les mémoires de magistère et des thèses, en parenthèse, on va trouver, c'est l'émancipation des travaux de recherche des Algériens. Ça, c'est le premier point. À peu près, les références algériennes ne dépassent pas 10%. En parenthèse, dans la liste bibliographique, la liste bibliographique est-ce que la liste bibliographique elle est utilisée dans le corpus ou non? C'est seulement le corps. Deuxième point, la majorité des travaux des Algériens sont absents. En parenthèse, on peut trouver un mémoire sur la question du religieux, et sont cités les travaux de Brahim Sarh, et un thème sur la question de l'urbain, sont cités à Abdelkader Arja, qui est dans la même faculté. Ça, c'est le premier point. La majorité, donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, plus de 70% des références bibliographiques, c'est en langue arabe.
le deuxième problème, c'est quoi? C'est que les étudiants, même en doctorat, utilisent le texte deuxième et troisième main. C'est-à-dire pour traiter, pour lire, pour référencer Gelder, Girsubek, je ne passe pas directement la première version dans la langue, mais je fais référence à Nas al-Mutarjam bil-Lugha al-Arabiyya sûr. Et là, voilà, à peu près un processus de l'arabisation, mais je pense que, en parenthèse, la question de l'arabisation, quand on trouve c'est la question de la lecture. C'est donc, deuxième point, c'est que on trouve en parenthèse comme deuxième constat sur la bibliographie, on constate directement une fracture générationnelle dans la bibliographie. Les travaux en parenthèse des anciens, si on travaille sur la question de l'entreprise, sur le travail, je ne trouve pas Gedri, je ne trouve pas Lik, je ne trouve pas Serichi. Donc il y a une fracture directe. بقاسين وحنا نسال مع اثنين وثلاثه هاد الاشخاص في كتير ما يعرفوش شكل. Troisième point, c'est qui m'intéresse beaucoup, c'est quelle est la place de l'anthropologie maghrébine dans les références bibliographiques. Donc, sur 78 thèses, le nombre de citations, de 300, j'ai pris 3 seulement pour discuter. J'ai pris Berg, Gelder et Girs pour voir est-ce que les études anthropologiques, en parenthèse réalisées dans le cadre de l'école doctorale ou les autres formes de formation en anthropologie sont en continuité avec l'héritage, en parenthèse, l'héritage colonial, en parenthèse de l'anthropologie coloniale, on va trouver une fracture nette. Le taux de citation de Berg, Gelder, Girs, même la deuxième génération ligère, en parenthèse famille coloniale, ne dépasse pas 3, 4, 5%. Donc je pense que voilà à peu près le souci un peu بالنسبه لي اللي حاولت باش نطرحها في هذا النقاش en hommage à Abdelkader Larja. Et je pense que on ne peut pas, en parenthèse, mais c'est une discussion même en 2015, est-ce qu'on peut assurer en parenthèse la question de la qualité en matière d'anthropologie et la reconversion des sociologues dans un processus de massification, mais aussi est-ce que la problématique de l'arabisation des sciences sociales est un problème actuellement? Je ne pense pas, parce qu'il y a un problème de lecture. Même les textes qui sont traduits, il y a plusieurs traductions qui sont citées actuellement par les organismes, mais l'utilisation du texte en parenthèse traduit n'existe pas. Troisième point, je pense que le changement, en parenthèse, je suppose que le changement peut-être, je dis ça sur le contrôle des professeurs, peut-être le changement des générations et des générations, les changements générationnels des professeurs, surtout avec l'éclatement de la sociologie et de l'anthropologie, sont plus du pays. Donc, moi je l'ai fait Figaro. Donc, c'est un processus qui a, en parenthèse, qui bien considéré les possibilités pour, en parenthèse, une bonne reconversion et appropriation des sciences en anthropologie. Voilà à peu près l'idée deux processus de formation, un processus de formation institutionnelle, l'école d'anthropologie et d'autres formes de formation en anthropologie. Voilà. شكرا عن هذه المحاولة والحوصلة حول مصير التكوين الأنثروبولوجي في الجزائر ومدى مساهمة لكل دكتوراه في ترسيخ يعني أنثروبولوجيا علمية وجديرة بالدراسة. شكرا. إذن نطلب من الربيعي أن يتقدم من أجل تقديم مداخلة الأستاذ سويح مهدي الذي يغيب عن هذا وما عنده انشغالات في الكلية ما دام أنه نائب العميد للدراسات. Notre collègue Mehdi s'est excusé parce qu'il m'a appris qu'en ce moment même, il y a l'installation de l'ouvroyage, je pense, de la faculté. Non, je pense que demain. Donc il a voulu s'inspirer pour nous préparer un papier sur l'Arja, le doyen, parce que, comme vous le savez tous, l'Arja a occupé ce poste de 2008 à 2014.
où la faculté a connu son rayonnement. Il a fait, donc il a organisé le colloque sur Jarloul. Il y avait le partenariat avec le CEMA sur les conférences d'Oran, où il a fait venir des chercheurs nationaux et internationaux, et un partenariat avec de la faculté avec l'Institut français, où les étudiants de magistère au doctorat dont je faisais partie présentaient leurs travaux au niveau de l'Institut français d'Oran. Et je ne sais pas si il a aussi fait, pardon, si tu permets Samy, oui. il a fait un bilan de son mandat de doyen, ouais. qui a été publié, qui a été présenté, publié dans un colloque Penser l'université. Ouais. Repenser l'université. Repenser l'université qui a été publié. Repenser l'université. Et il a un article qui fait justement le bilan de... Et justement, Najat, en guise de conclusion de son expérience en tant que doyen, dont il a intitulé son expérience une expérience de gestion de la faculté des sciences sociales d'Oran, une rationalité impossible. Donc c'est donc en guise de conclusion, c'est parce qu'il y a perte des repères traditionnels et des règles de morale qu'il y a besoin accru de déontologie et d'éthique. Nous sommes face à une crise au sens de Ramchian, l'ancien qui a du mal à mourir et le nouveau qui a du mal à naître. En s'appuyant sur l'idée de découpage chronologique du changement par lequel est passée l'université algérienne de 1971, année de la réforme de l'enseignement supérieur, dominée par l'objectif de la démocratisation, à 1980, début de l'algérianisation et de l'arabisation, et enfin à celle de 1990, caractérisée par le chômage et les mutations politiques et socio-économiques. Abdelhamid Aberkan, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie, note que le sentiment dominant est que la conviction, ou plutôt les convictions, qu'elle était la valeur qu'on veut leur attribuer, ont diminué en même temps que le consensus éthique, entente comme la vérification et l'accord sur le fait que les lois, les règlements et les fonctionnements des institutions universitaires ont bien correspondu aux valeurs et aux principes cardinaux de la société. Quelle différence en effet entre le sentiment d'adéquation, d'osmose et de traduction fidèle des préoccupations essentielles de la société algérienne de 1970, la démocratisation, la décentralisation, la place de la femme, la valeur du label universitaire, ainsi perçue aussi bien par les enseignants, les étudiants, les gestionnaires, et sa lente dégradation de 1980 à ce jour, soulignée dans le texte. Donc c'est la guise de conclusion de sa communication dans le livre qui a été coordonné et présenté par son complice et compagnon de route, Feu Janabé. Donc je passe au papier de notre collègue Mehdi Souiah, qui a voulu malheureusement inspirer un truc sur l'Arja quand il était doyen, mais hier il m'a envoyé un mail et il m'a dit je suis en panne d'inspiration. Donc on s'est mis d'accord de relire son texte, un hommage qui a été publié dans le quotidien d'Oran du 11 novembre 2020. Abdelkader Larja, un prof et un ami. La dernière fois que l'occasion m'a été donnée de le voir, une dizaine de jours avant qu'il nous quitte, on avait parlé de sociologie, d'anthropologie de la ville, de cours et d'examen. Ce que je ne souhaitais nullement, c'était que nous nous attardions sur son état de santé. Le connaissant que trop bien, je savais qu'il avait cette aversion caractérisant les grands esprits, celle de se confier sur ses états d'âme, sur son état de santé, ce qui me rendait la tâche d'éviter le sujet que plus facile. Ce qui m'a été compliqué d'esquiver par ailleurs, c'était d'entendre une énième plainte sur les choix de carrière qui étaient les miens. Il avait eu vent que j'avais accepté un poste administratif à la fac. Il n'avait pas du tout apprécié cela. Et usant de son plus beau top ironique, il a tenu à ce que je le sache, à ce que je l'entende. Ce que j'ai mis en ouverture de ce texte, et ce qui pour moi résumerait Feu Abdelkader Larja, j'explique. C'est en 2002 que j'ai fait la connaissance de M. Abdelkader Larja. Je dis monsieur parce qu'à l'époque, il n'était pas encore professeur de l'enseignement supérieur. Il n'était même pas docteur de la discipline qui le passionnait tant, la sociologie. Jeune étudiant de licence, j'ai eu le privilège, comme des centaines d'autres étudiants, de suivre ses cours portant sur la sociologie de l'espace urbain. La toute première impression qu'on peut avoir en sortant d'une séance de chez Al-Oustad est celle qu'on vient tout juste de s'arracher à une plage symboliquement limitée et par l'espace et par le temps, d'une réalité à part, d'une dimension non pas parallèle, mais disons en décalage avec ce qui nous a été donné de connaître jusqu'alors.
Au temps de la voix, à la manière d'agiter délicatement les mains dans l'air pour ponctuer la série d'idées qu'il débitait, mûrissait la conviction que rien, par la suite, n'ébranlera dans l'esprit de jeune apprenant, à savoir que ces leçons étaient préparées avec rigueur, l'exposé calculé au nanomètre. Il était l'incarnation de l'enseignant, un modèle d'intégrité et de sérieux. Je ne saurais énumérer toutes les fois où j'ai vu mes convictions réduites en cendres, rien qu'en tendant l'oreille à ce qu'il disait. L'un des plus grands et des plus utiles des enseignements que j'ai pu avoir dans sa classe, c'est une certaine conviction que la vérité est intenable. Nous ne pouvons qu'observer des réalités incertaines et en changement permanent, que la fiabilité de décryptage et de ces dites réalités dépend d'un capital de connaissances, d'une abondance des données objectives et d'une somme de prédispositions subjectives pour un grand pas. Aussi, auprès de Silja, j'ai également appris que dans le jeu de l'apprentissage, rien ne doit être laissé au hasard. La mission se doit être efficace, quitte à déstabiliser, quitte à choquer. C'est ainsi que j'ai rejoint le centre universitaire de Relizane en tant qu'enseignant stagiaire de sociologie. Abdelkader Larja était l'un des principaux modèles que j'essayais de mimer maladroitement dans l'accomplissement de ma mission. En tant que directeur de thèse, et doctorant pourrait l'attester, il était intraitable, mais ô combien humain, intraitable parce qu'il veillait à ce qu'il ait au bout du chemin un texte qu'on soutient avec fierté, humain parce qu'il daignait laisser de la place à la négociation, à l'affrontement d'idées, à l'échange. Je me rappellerai toujours ce point d'interrogation monumental désigné au stylo rouge sur l'épreuve d'une section que je lui avais commis pour l'apprécier. Avec beaucoup d'assurance et presque autant de prétention, j'avais annoncé telle une découverte. À peu de choses près ceci. Avoir la climatisation dans un bidonville avec les blocs mortaires placés bien en évidence sur les façades des baraques demeure un marqueur social dans un milieu, un signe distinctif informant sur le rang des occupants de la construction. Il avait après me l'avoir relé, juste posé cette question à laquelle je n'ai pas pu trouver de réponse. Qu'en sais-tu réellement? Cela aurait très bien passé si l'idée avait été formulée à la forme interrogative, mieux encore si je l'avais avancée comme hypothèse, mais de la poser de la sorte, telle une assertion qu'on ne peut remettre en cause, était juste inacceptable. Observer, m'avait-il signifié, c'est bien très bien, mais essayer de comprendre, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? De son œuvre, on apprend autant sur l'homme qu'il était que sur les réalités qu'il observait. Il a publié des dizaines d'articles en français et en arabe, dans des revues nationales et internationales, dirigé des livres et des numéros de revues, monté des projets de recherche, mené des enquêtes dont la plus célèbre reste celle sur les jeunes en milieu urbain en 2012. Toute cette production et tous ces travaux de recherche indiquent sur la cohérence et la ténacité de l'homme. Hormis ces textes de jeunesse traitant de la sociologie du travail, il a eu comme un déclic avec l'enquête menée à Ras Al Ain, religion dans l'espace domestique résidentiel, là les plantaires Ras Al Ain, URAS 92. Il avait, comme qui dirait, trouvé ce qui allait devenir le fil ralliant l'ensemble de son œuvre. Mais le texte qu'il affectionnait particulièrement, même s'il est loin d'être le meilleur, c'est un article sans prétention publié dans un numéro d'Inséniette dont il avait lui-même assuré la coordination, la ville creusée d'une culture nouvelle. On peut aisément comprendre en parcourant l'article pourquoi ce texte comptait autant pour Feu Larja. C'est tout simplement parce qu'il avait fini par comprendre qu'il tenait là entre les mains un objet d'étude, le sien, du surpoids, celui qui se situe entre un citadin qui se renie et une urbanité qui émerge. Abdelkader Larja s'est éteint le 7 novembre 2020, laissant derrière lui un vide qui rien ne saurait combler. Donc signé Mehdi Souiah, paru dans le quotidien d'Oran du 11 novembre 2020.